Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant un chapitre assez complexe, que ce soit niveau bac ou post-bac, la loi de Hardy-Weinberg. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à me suggérer des idées en commentaire. Commençons par une contextualisation de cette loi. Première moitié du XXe siècle, les découvertes de Mendel fascinent et beaucoup de scientifiques commencent à chercher les implications évolutives des propriétés de l'information génétique qui ont été découvertes, comme la ségrégation aléatoire des allèles ou bien les relations de dominance entre eux. Parmi ces scientifiques, le mathématicien Hardy et le médecin Weinberg essaient de comprendre ce vers quoi vont tendre les fréquences alléliques et génotypiques dans une population au cours des générations. Il s'agit ici d'une première approche qui cherche à modéliser le comportement des gènes dans le temps. Toutefois, on le comprend très vite, il est absolument impossible de prédire dans une population l'évolution des fréquences des allèles et génotypes au cours des générations, car il existe une immensité de variables à considérer dans le monde naturel. Donnons quelques exemples pour illustrer cela. Imaginons qu'une population de drosophiles existe et qu'il existe 4 génotypes pour un gène responsable de la couleur. Les mouches double récessives, petit a, seront blanches et les autres mouches ayant au moins un allèle dominant grand A seront marrons. Alors, pour définir le devenir de ces proportions génotypiques, qui ici sont de 1/4, car on a seulement 4 mouches, il faut savoir si chaque mouche peut se reproduire aléatoirement, ou bien s'il existe des préférences sexuelles, car si la mouche marron est attirée uniquement par les mouches blanches, on va augmenter la fréquence de l'allèle récessif petit a, tandis que si les mouches marrons s'attirent qu'entre elles, on va augmenter la fréquence allélique de l'allèle grand A. Mais ce n'est pas tout, aussi, est-ce que les nouvelles générations peuvent-elles se reproduire avec la génération parentale ? Et oui, cela est à considérer, car imaginons que par pur hasard, en génération F1, on se retrouve uniquement avec des mouches de génotype grand A. Alors, dans ce cas, si elles se reproduisent qu'entre elles, on va fixer l'allèle. Mais si les mouches F1 peuvent toujours se reproduire avec la génération parentale, cela ne sera plus le cas. Aussi, imaginons que l'allèle grand A génère aux mouches qui le portent un avantage sélectif et augmente leurs chances de survie. Eh bien, on va naturellement tendre vers des hautes fréquences de cet allèle. On le voit avec tous ces exemples qui sont relevants à considérer car existant dans la nature, il est totalement impossible de modéliser l'évolution des fréquences d'allèles et de génotypes avec toutes ces conditions. Il faut donc générer des postulats afin de définir les conditions dans lesquelles le modèle d'Hardy-Weinberg peut bien s'appliquer. Selon Hardy-Weinberg, voici les conditions à considérer afin de maximiser la vraisemblance de leur modèle. Tout d'abord, la population est panmictique, c'est-à-dire que chaque individu a des probabilités équitables de se reproduire avec quiconque. Les êtres se reproduisent uniquement avec des individus de la même génération. La population est isolée, c'est-à-dire qu'aucun migrant extérieur n'est autorisé, car il pourrait introduire de nouveaux allèles et même bouleverser les fréquences alléliques. Enfin, la population est de taille infinie et la sélection naturelle n'opère pas, signifiant que les allèles génèrent le même avantage compétitif. Le fait de stipuler une taille infinie permet aux scientifiques de ne pas considérer l'effet de dérive génétique, qui correspond aux variations aléatoires des proportions alléliques liées à l'échantillonnage aléatoire des gamètes, mais aussi liées à la ségrégation aléatoire des chromosomes homologues en première division méiotique. Une dernière condition est aussi importante à considérer, l'absence de nouvelles mutations. Entre autres, sur le locus considéré, aucun nouveau variant ne peut arriver, et ce, pour la simple et unique raison que s'il deviendrait avantageux, alors il ferait chuter les fréquences alléliques des anciens variants, rendant la modélisation beaucoup trop complexe. Voilà, on a cité les conditions majeures de cette loi, mais vous pouvez observer que cela est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'on a attribué plein de conditions que l'on retrouve par ailleurs que très rarement dans la nature. Et oui, en fait, cette loi, certes, est très utile, car certaines évolutions de fréquences alléliques dans des populations naturelles la suivent, mais elle ne peut que très rarement, en réalité, s'appliquer dans un contexte biologique naturel. Maintenant que l'on a vu la théorie, essayons de modéliser mathématiquement cette loi.
Considérons un système biallélique avec un gène qui peut avoir deux allèles, grand A qui est dominant et petit a récessif. Notons P la fréquence de grand A et Q de petit a. Dans le cas où la population suit l'équilibre de Hardy-Weinberg, alors on peut en déduire quelles seront les fréquences des différents génotypes. La proportion d'homozygotes récessifs petit a sera Q carré, celle de l'homozygote dominant sera P carré et celle de l'hétérozygote sera 2PQ. Un point très important, pourquoi élève-t-on au carré? Car en probabilité, quand deux événements sont indépendants et qu'on cherche à tirer deux fois le même allèle, on a juste à calculer leur produit. Maintenant, on sait que dans une population, la somme de toutes les fréquences génotypiques possibles vaut 1. Donc on peut écrire que P carré plus 2PQ plus Q carré égale à 1. Et cela est pareil pour la somme des fréquences alléliques. Donc P plus Q égale à 1. Prenons alors un exemple. Imaginons une population de drosophiles dont le phénotype récessif est présent à une proportion 1 sur 10 000. Alors, on peut déjà écrire cela mathématiquement. La fréquence du phénotype récessif est égale à Q carré, qui est égal à 1 sur 10 000. Ainsi, Q vaut la racine carrée de 1 sur 10 000, ce qui vaut 1 centième. Alors, la fréquence de l'allèle récessif Q vaut 1 centième, et comme la fréquence de l'allèle dominant vaut 1 moins la fréquence de l'allèle récessif, on peut écrire P égale 1 moins Q, qui est alors égal à 1 moins 1 centième, soit 99%. Attention, une erreur qui arrive extrêmement souvent en faisant cette démarche, c'est de faire pareil, mais en partant du génotype dominant. Regardons ce qu'il ne faut pas faire. On reprend l'énoncé, mais cette fois, on dit que la fréquence du génotype dominant est 9999 sur 10 000, ce qui est en concordance avec l'énoncé d'avant, c'est exactement la même situation. Donc, comme la fréquence de l'homozygote dominant vaut cela, on va écrire que la fréquence de grand A au carré égale 9999 sur 10 000. Donc, que la fréquence de l'allèle dominant vaut racine carrée de cela, soit 0,9999 en fréquence. Eh bien non, cela est faux. Pourquoi? Car dans l'ancien énoncé, il s'agissait de la fréquence du phénotype récessif. Et le phénotype récessif n'est observé que si on a deux allèles récessifs, soit Q fois Q. Mais pour le phénotype dominant, on ne l'a pas que dans la situation d'un homozygote, mais aussi dans le cadre d'hétérozygote. Alors, il faudrait approcher l'exercice de cette manière. La fréquence du phénotype dominant vaut la fréquence d'homozygote P carré plus la fréquence des hétérozygotes, qui vaut 2PQ. Comme la fréquence de Q est égale à 1 moins la fréquence de P, alors on peut modifier l'équation et la résoudre. On trouve alors une fréquence de l'allèle grand A égale à 99% et non 0,999999, et cela concorde avec les 1% de l'allèle récessif. Faisons maintenant un autre exercice, dont la question est de démontrer si cette population de drosophiles suit l'équilibre de Hardy-Weinberg. C'est un exercice ultra classique, qui présente toujours la même démarche de résolution. On a ici trois génotypes et leurs proportions, avec grand A l'allèle dominant et petit a l'allèle récessif. La première étape va être, à partir des fréquences génotypiques, de déterminer la fréquence allélique. Et ça, vous me direz, on sait le faire, sur la même démarche qu'avant. On prend le génotype récessif pour directement le mettre en racine carrée et on trouve la fréquence de l'allèle petit a et par défaut de grand A, car la fréquence de grand A égale 1 moins la fréquence de petit a. En réalité non, car on fait cela seulement si on est sûr que la population suit l'équilibre de Hardy-Weinberg, mais dans ce cas-ci, on n'en sait rien, on doit justement le démontrer. Donc on va simplement calculer les fréquences des allèles de cette manière. La fréquence de l'allèle petit a est égale à la somme des génotypes homozygotes petit a et hétérozygotes divisé par 2 fois la taille de la population. On multiplie par 2 fois la taille de la population car on ne s'intéresse pas seulement au nombre d'individus, mais au nombre d'allèles. Et un gène contient dans ce système biallélique 2 copies alléliques. Ainsi, je le répète, si on ne définit pas qu'une population suit bien l'équilibre de Hardy-Weinberg, on peut trouver la fréquence allélique basée sur les fréquences génotypiques, mais jamais l'inverse. Maintenant que l'on a les fréquences alléliques, supposons que la population suive l'équilibre de Hardy-Weinberg. Alors, dans ce cas, on peut déterminer les fréquences génotypiques sur la base des fréquences alléliques.
La fréquence de l'homozygote récessif sera le carré de la fréquence de l'allèle petit a, soit 0,375 au carré, fois la taille de la population, ce qui donne 22 individus environ. On fait pareil pour l'hétérozygote, cela vaut 2 fois 0,375 fois 0,625 fois la taille de la population, soit environ 75 individus. Et pour les homozygotes dominants, on a 62 individus. On le voit, cela n'est pas proche de la situation de départ, avec 10 drosophiles homozygotes récessives, 100 hétérozygotes et 50 homozygotes dominants. Dès lors, on peut conclure que cette population ne semble pas suivre l'équilibre de Hardy-Weinberg. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous avons appris les postulats de cette loi, ses limites, calculer des fréquences génotypiques à partir de fréquences alléliques et l'inverse, et comment déduire un profil d'équilibre dans une population biologique naturelle.